Bonsoir, Bernard Tapie a droit à nouveau à la une de tous les journaux, même les plus sérieux. Le député des Bouches-du-Rhône s'en serait sans doute bien passé. Bernard Tapie a été en effet réveillé à l'aube, peu après 6 heures du matin, par les policiers de la brigade financière de Paris. Réveil mouvementé, Bernard Tapie a protesté rudement, mais n'étant plus protégé par son immunité parlementaire, a été conduit dans le bureau du juge d'instruction qui enquête sur la gestion du Fosséa, le yacht de l'homme d'affaires. Eva Joly l'a mis en examen pour abus de biens sociaux, l'a placé sous contrôle judiciaire puis l'a laissé repartir. Cette interpellation a alimenté toutes les conversations de la classe politique, nous allons y revenir. Mais écoutons d'abord avec Maryse Burgot et Christophe Tortora le récit de cette folle journée qui a commencé à l'heure du laitier. 6 heures ce matin, branle-bas de combat au 52 rue des Saints-Pères à Paris. 8 policiers tambourinent à la porte du domicile de Bernard Tapie. C'est la concierge qui ouvre en robe de chambre. Quelques minutes plus tard, Bernard Tapie est interpellé, insulte, mouvement d'humeur. Le député sera finalement menotté par les policiers. Des policiers qui depuis 2 jours étaient en planque dans cet hôtel juste en face de la maison de Bernard Tapie. Un dispositif discret exigé par le juge d'instruction Eva Joly. En fait, madame, donc il y avait effectivement des policiers dans votre hôtel pendant 2 jours, là. Oui. Vous saviez que c'était des policiers? 6h30, les inspecteurs conduisent Bernard Tapie à la brigade financière dans le 13e arrondissement de Paris. Les policiers notifient au député le mandat d'amener délivré par le juge Joly. Ils dressent également à l'homme d'affaires un procès-verbal pour outrage à agent. Pendant ce temps, au 52 rue des Saints-Pères défilent les proches de Bernard Tapie. Tous se disent choqués par la méthode utilisée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve quand même incroyable qu'on fasse tout ce truc, qu'il y ait des journalistes qui soient là, qui viennent à 6 h du matin. Elle pouvait parfaitement lui signifier sa convocation. Elle serait allée, comme il l'a dit. Jusqu'à présent, il s'est toujours rendu aux convocations. Comment expliquez-vous le fait qu'on a justement déployé autant de forces de l'ordre ce matin? Pourquoi? Pour faire un petit peu de folklore comme d'habitude. On peut rien faire de simple quand il s'agit de Bernard Tapie. Du folklore, il y en aura aussi lorsque Bernard Tapie est conduit au palais de justice peu après 9h30. La première sortie de véhicule, sirène hurlante, n'est en fait qu'un leurre. Bernard Tapie n'est pas dans ses voitures. Le député est dans ce fourgon à l'abri des regards. Peu avant 10 h, il arrive au palais de justice. Il est immédiatement amené dans le bureau du juge d'instruction. L'entretien va durer 2 heures. 11h15, sortie souriante du Conseil des ministres. Et si les micros se tendent, c'est évidemment pour recueillir les réactions à l'interpellation de Bernard Tapie. À partir du moment où son immunité parlementaire avait été levée, c'est au juge de décider s'il doit être interpellé quand. La police exécute, c'est tout. Au siège de Bernard Tapie Finance, la présidente parle, elle, d'acharnement judiciaire. Je crois qu'on ne peut pas pousser les gens jusqu'à l'extrémité. Je crois qu'actuellement, on est en train de le pousser. Ça fait 1 an, je vous dis, qu'on est dans un trouble, dans un brouhaha qui fait que chaque jour, on se dit, mais qu'est-ce qui va encore nous arriver? Ce qui arrive dans le bureau du juge d'instruction peu avant midi, c'est la mise en examen de Bernard Tapie pour abus de biens sociaux et fraude fiscale. Il est placé sous contrôle judiciaire. Après cette matinée mouvementée, c'est un homme libre qui regagne discrètement son domicile de la rue des Saints-Pères. Bernard Tapie rentre chez lui, il est midi. Le tout Paris en a beaucoup parlé, le tout Marseille est secoué. Patrice Velay et Jean-François Georgetti sont allés du côté du fief électoral de Bernard Tapie, la Belle de Mai, en émoi bien sûr, et du côté de l'OM, attristé. C'est pas bien comme ça, 6 h du matin, c'est comme un bandit, c'est pas juste. Non, non. Il disait qu'à le convoquer normalement. Hein. Il allait pas partir, il est allé à beaucoup de convocations, non? Au juge Béfi, tout ça, alors. Hein. C'est ça, la politique, c'est ça maintenant. C'est un affairiste et un magouilleur, voilà, c'est clair et net. Des avis divergents cet après-midi à la Belle de Mai, le fief électoral de Bernard Tapie. À proximité de sa permanence, les commentaires allaient bon train, beaucoup parlaient d'acharnement. Ça ne m'étonne pas parce que vous savez, ils y en font tellement en ce moment, un peu plus, un peu moins, comme je vous dis, vous savez, ça ne changera guère. Hein. C'est un peu choquant, moi, je trouve. En fait, c'est pas un criminel, hein, je pense. Maintenant, ce qu'il a fait, j'en sais rien, mais enfin, quand même, je sais pas. Moi, politiquement parlant, je ne suis pas du même bord que lui. Mais je pense qu'il a fait pour l'OM. Et l'OM, c'est Marseille. L'OM, la passion marseillaise. Cet après-midi, le club entamait sa reconquête, objectif Division 1. Et le nom du président était sur toutes les lèvres. Quand on va chercher quelqu'un à 6 h du matin et qu'on le relâche 2 heures après, bon, il y a un problème. Hein.
on n'a pas besoin d'aller le chercher à cette heure-là. C'est malheureux, quoi. C'est triste pour l'homme, parce que moi j'estime beaucoup Bernard, et je pense qu'il va s'en sortir. Et on est de tout cœur avec lui. On le traite depuis un an comme une cible vivante. Il y a un acharnement dans les méthodes qui est tout à fait déplaisant et qui révolte souvent l'opinion publique et quelquefois des responsables aussi. Pour les supporters, c'est devenu une question d'habitude. Cette saison commence comme la précédente, dans la tempête judiciaire. Je suis vraiment désolée, parce que un peu de la peine pour lui, parce que c'est un brave mec. Moi je dis qu'ils en font un plat, parce que depuis le temps qu'il a son Fosséa, il y a longtemps qu'on aurait dû le mettre en prison. Mais au-delà des impressions, tous attendent ici une décision de justice pour en savoir un peu plus. N'oublions pas le fond de l'affaire qui a abouti à cette mise en examen. Le juge d'instruction Eva Joly reproche à Bernard Tapie des irrégularités dans la gestion de son yacht, le Fosséa. Valérie Gagé. Saint-Malo, en juillet 88. Bernard Tapie est fêté comme un héros. À bord de son voilier, le Fosséa, il vient de battre le record de la traversée de l'Atlantique. Le 4 mâts qu'il a acheté en 82 à la veuve du navigateur Alain Colas fait alors sa fierté. Depuis, l'horizon s'est quelque peu obscurci, car le Fosséa est à l'origine des ennuis actuels de Bernard Tapie. Les deux informations judiciaires confiées au juge Joly portent l'une et l'autre sur le voilier. Premier dossier, la gestion du Fosséa par la société Alain Colas Tahiti, filiale du groupe Bernard Tapie. Plusieurs perquisitions auraient révélé des transferts de fonds suspects entre les deux sociétés. Selon les enquêteurs, la société gestionnaire du Fosséa aurait largement sous-facturé l'utilisation du navire par Bernard Tapie. La deuxième information judiciaire fait-elle suite à une plainte du fisc. Le Fosséa est enregistré comme navire marchand, alors que selon l'administration, il s'agit d'un bateau de plaisance. Le fisc a estimé son préjudice à près de 12,5 millions de francs. C'est sur la base de ces deux dossiers que Bernard Tapie a ce matin été mis en examen pour abus de biens sociaux et pour fraude fiscale. Et la question qui s'est posée toute la journée s'impose ce soir, Dominique Verdeillan. Pourquoi 6 h du matin? Eh bien parce qu'il fallait mener de front une course contre la montre et une chasse à l'homme. Il y avait pour le juge Joly une date butoir, le 19 juillet prochain. Ce jour-là, Bernard Tapie sera protégé par une nouvelle immunité parlementaire, européenne cette fois. Chasse à l'homme car Tapie est précédé d'une réputation, celle de ne pas être très coopératif avec la justice. Au lendemain de la commission à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, qui s'était déclarée favorable à la levée de l'immunité parlementaire, le juge Joly avait pris une première précaution, celle de mettre sur écoute téléphonique le député. Des écoutes qui vont lui confirmer ses craintes. Bernard Tapie pourrait prendre le large pour ne pas répondre du dossier Fosséa, son voilier qui est lui condamné à rester à quai. Crainte confirmée ce soir par le garde des Sceaux lui-même qui annonce que Bernard Tapie comptait organiser une mission humanitaire au Rwanda. Le juge Joly ensuite passait à ce moment-là à une deuxième phase, la planque depuis 3 jours de policiers devant l'hôtel particulier de Bernard Tapie. Cette nuit, après le vote des députés, le juge Joly a obtenu le feu vert de sa hiérarchie. Ce fut le mandat d'amener, spectaculaire, efficace, un épisode à grand spectacle pour le feuilleton de l'été après celui l'an dernier de l'OM Vera. Alors nous l'avons dit, Bernard Tapie a été placé sous contrôle judiciaire. Dominique, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, quand ce matin nous avons vu Bernard Tapie sortir du bureau du juge, il était pâle, tendu, le visage chiffonné, mais souriant parce que libre de mandat de dépôt, il n'en fut pas question, seulement d'un contrôle judiciaire, interdiction de quitter le territoire jusqu'au 18 juillet, remise au juge de ses papiers d'identité, pas de caution, on a sans doute estimé que Bernard Tapie avait assez de problèmes financiers, interdiction aussi de rencontrer les protagonistes du dossier. Tapie est convoqué dans le bureau du juge Joly le 18 juillet prochain. Le lendemain, il pourra aller à Bruxelles pour siéger comme député européen. Merci Dominique. Si Bernard Tapie a pu être interpellé de la sorte, c'est parce qu'une majorité écrasante de députés a levé hier son immunité parlementaire. La classe politique, très attentive au feuilleton Tapie, ne pouvait donc rester indifférente à ce nouvel épisode. Elle ne l'a pas été. Reportage de Véronique Saint-Olive et Jean Corneille. Toute l'après-midi, la rumeur a roulé. Si Bernard Tapie avait été interpellé à l'aube avec un tel déploiement de force, c'est parce que des écoutes téléphoniques auraient révélé qu'il s'apprêtait à quitter la France pour aller au Rwanda dans le cadre d'une opération humanitaire. Beaucoup croyaient au gag, mais finalement le garde des Sceaux lui-même confirmait à mi-mot. Je dis, il est probable que le juge ait suffisamment d'éléments pour le craindre. Au même moment, dans les couloirs, la température montait et les députés s'échauffaient.
360 000 personnes qui sont mises en garde à vue dans ce pays chaque année. 360 000. Monsieur Tapie est un Français comme les autres. Il y a une mise en scène quelque peu théâtrale. Bon, si on avait voulu tourner un remake de Règlement de compte à Hockey Choral ou de quelques westerns que ce soit, on n'aurait pas mieux procédé. C'était à mon avis inutile. Je suis profondément choqué. Je ne suis pas étonné. Je suis choqué. Il y en a assez de ces justices en public, cette justice en vitrine. Ce qui est choquant, c'est qu'un député puisse se trouver dans cette situation. Alors Bernard Tapie est-il victime d'un acharnement ou au contraire en tire-t-il parti? Et puis y a-t-il acharnement ou au contraire procédure normale? Le Premier ministre s'est bien gardé d'intervenir, mais le débat n'a pas fini d'alimenter les conversations et le feuilleton continue. Bernard Tapie, confronté hier à la levée de son immunité parlementaire, avait mis en garde ses collègues contre les conséquences politiques d'une telle décision. Le juge d'instruction lui a donné indirectement raison ce matin en procédant à son interpellation. Désormais, Arlette Chabot, plus personne n'est à l'abri. Vous savez qu'un homme politique soit traité comme un citoyen ordinaire, il doit répondre de ses actes. Au fond, c'est plutôt réconfortant au regard du fonctionnement de la démocratie. En revanche, qu'un député mis en cause dans une affaire financière privée soit traité comme un truand inscrit au fichier du grand banditisme, c'est-à-dire mis sur écoute, surveillé par des policiers en planque devant chez lui depuis 36 heures, interpellé à l'aube, puis remis en liberté quelques heures plus tard, cela paraît évidemment beaucoup plus étonnant. L'opération volontairement spectaculaire correspondrait au personnage hors norme qu'est Bernard Tapie. Le juge Joly, comme le procureur Éric de Montgolfier, ne serait-elle pas tombé dans le piège de la médiatisation à outrance pratiquée par Bernard Tapie? Politiquement, en tout cas, l'opération n'est sans doute pas mauvaise pour le député des Bouches-du-Rhône, qui joue désormais sur le registre du martyr, victime de l'acharnement de tous, le nouveau Robin des Bois, porte-drapeau de ceux qui veulent bousculer le système. Les affaires répétées, la pression judiciaire en tout cas, n'avaient pas empêché Bernard Tapie d'obtenir 12% à l'élection européenne. Enfin, aujourd'hui, le juge a sans doute créé un précédent, car un traitement aussi sévère ne saurait être réservé au seul Bernard Tapie, mais devrait être appliqué à tous les hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, impliqués dans des affaires privées ou publiques. Alors faut-il encore le dire, la justice se doit d'être toujours sereine, rapide, égale pour tous. Ce rebondissement matinal a été si spectaculaire qu'il a été évoqué à nouveau tout à l'heure au cours de la réception organisée par le président de l'Assemblée nationale à l'hôtel de l'AC. Philippe Séguin a tenu à cette occasion à inviter le chef de l'État qui a accepté et qui a renoué avec une tradition abandonnée depuis près de 20 ans. François Mitterrand en a peut-être profité pour commenter les dernières cotes du BVA Paris Match. Elles restent stables pour lui, 47% d'opinion favorable contre 45% d'opinion défavorable. Légère baisse en revanche pour Édouard Balladur, 52% d'opinion favorable. Toute la rédaction de France 2 a été émue par la nouvelle qui nous est parvenue cet après-midi d'Alger. Nos envoyés spéciaux, Véronique Thavot, Christian Autain, Christophe Moyon et Philippe Frémont, couvraient la manifestation du Mouvement pour la République quand un attentat s'est produit. 3 des membres de l'équipe ont été légèrement blessés. Ils ont effectué cependant leur travail. Avant de retrouver en direct d'Alger Véronique Thavot et Christian Autain, regardons leur reportage. Tout avait pourtant bien commencé, presque dans un climat de fête. Des milliers de personnes avaient répondu présent à l'appel du MPR, le Mouvement pour la République. Une marche pour commémorer le 2e anniversaire de la mort de Mohamed Boudiaf, le président algérien assassiné. Au cri d'Algérie libre et démocratique, des femmes, des hommes ont défilé dans les rues d'Alger. Du côté des forces de l'ordre, tout devait aussi être en place. Tireurs d'élite tout le long du parcours et dans les rues des centaines de ninjas, les forces spéciales. Tout devait parfaitement se passer et puis tout à coup tout a basculé. Au passage du président du Mouvement pour la République, Saïd Saadi, 2 grenades ont été lancées, suivies immédiatement de tirs à l'arme automatique. Panique indescriptible, sur le sol, des dizaines de blessés et sans doute plusieurs morts. Mais ce soir, impossible d'en connaître le nombre exact. Les blessés les plus graves vont être soignés sur le trottoir, les autres évacués vers les hôpitaux les plus proches. Blessé aux jambes, notre monteur Philippe Frémont, il a été immédiatement transporté à l'hôpital Mustapha. Colère, indignation, cris, mais surtout incompréhension. Cette marche se voulait démocratique, elle a viré au cauchemar. Malgré la mort, on restera toujours debout. Vive l'Algérie libre! Avalez des
soir, Alger est sous très haute surveillance. Les forces de l'ordre se sont déployées un peu partout dans la ville. On vient de voir vos images, Véronique, les images de Christian Autain, de Philippe et de Christophe Moyon. Bon, comment allez-vous? J'ai envie de vous demander d'abord ça, simplement. Bah écoutez, ça va, ça aurait pu être pire sans doute. Je voudrais surtout rassurer tout de suite la famille de Philippe Prémont, parce qu'on a vu les images, en voyant ça, on a l'impression qu'il est très gravement blessé. En fait, il est blessé aux jambes, il va passer la nuit à l'hôpital, mais il sera rapatrié demain sans problème. Je veux surtout que sa famille ne s'angoisse pas, ne se fasse pas trop de soucis. Quant au reste de l'équipe, Christophe Moyon est à l'ambassade actuellement de France, qui nous accueille ce soir. Il est blessé également à la jambe. Quant à moi, j'ai un petit éclat dans la jambe qui va être enlevé ce soir par le chirurgien de l'ambassade de France. Et vous êtes là ce soir avec nous en direct, avec à vos côtés Christian Autain. Christian qui portait la caméra, on a vu vos images. Vous avez travaillé, Christian, malgré le choc, malgré la secousse. Alors que s'est-il passé? Vous étiez au milieu des manifestants? En fait, j'étais en train de filmer le président Saadi au moment où effectivement ça a commencé. Il y a eu deux explosions et tout d'un coup, donc la foule a commencé à courir. Et après ces explosions, il y a eu quelques tirs qu'on a pu entendre. Et donc effectivement, à ce moment-là, j'ai continué à tourner. Voilà. Et puis il y a eu après beaucoup de. Enfin, c'était une panique indescriptible. C'était quand même très très éprouvant. Mais bon, dans ces cas-là, on réfléchit pas toujours à ce qu'il se passe vraiment, on continue à tourner, quoi, parce qu'on est là pour ça. On n'a pas envie, j'ai pas envie ce soir de vous poser trop de questions parce que vous êtes bon, un petit peu, j'imagine, fatigué. Simplement, Véronique, à votre avis, qui était visé par cet attentat? Je pense que c'est clairement Saïd Saadi qui était visé parce que ça s'est produit, enfin l'attentat s'est produit exactement au moment où lui arrivait. Alors on ne sait pas encore exactement s'il s'agit de grenades ou bien si ce sont deux bombes qui ont été télécommandées. Il y a eu ensuite donc les rafales, mais c'est clair, je pense que c'est lui qui était visé par l'attentat. Ça veut dire qu'il devient très dangereux à Alger de manifester pour la démocratie? Absolument, ça devient de plus en plus dangereux. Et ce qui est fou dans cette histoire quand même, c'est que cette marche était une marche démocratique, organisée pour les citoyens, par les citoyens, et qu'elle correspondait exactement au 2e anniversaire de la mort du président Boudiaf. Donc symboliquement, c'est important que cet attentat ait eu lieu aujourd'hui. C'est un signe, c'est un symbole. Alors on s'attaque aujourd'hui encore au symbole de la démocratie, de la liberté d'expression, et c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Merci Véronique, merci Christian. Au nom de toute la rédaction me prie de vous embrasser ce soir et de vous souhaiter à Philippe, qui est à l'hôpital, un très prompt rétablissement. Revenez vite. Merci. Larbi Bediaf, qui appartient au fils en France, je viens de l'apprendre, et qui a été interpellé, qui avait été interpellé lors du coup de filet de novembre dernier, a été arrêté de nouveau hier. Il était en possession de munitions de guerre et de faux papiers algériens. Il a été interpellé par la brigade de recherche de la gendarmerie des Hauts-de-Seine. Branle-bas de combat à Gaza et à Jéricho, mais la formule cette fois n'est plus appropriée. Il ne s'agit plus de combat mais de paix. Yasser Arafat a l'intention de se rendre dans ces territoires désormais autonomes dès vendredi. Charles Anderlin. Le premier surpris, c'est Yitzhak Rabin, le chef du gouvernement israélien. Oui, dit-il, Nabil Chat a annoncé la venue d'Arafat, mais il n'y aura pas de visite sans coordination avec nous. Lorsque nous aurons décidé, nous vous le dirons. Et ce soir, le cabinet Rabin a donné une réponse positive à Yasser Arafat. En principe donc, le chef de l'OLP empruntera pour entrer à Gaza le même trajet que les policiers palestiniens, le terminal de Rafah à la frontière égyptienne. C'est là que des problèmes risquent de voir le jour. En effet, au terme des accords, les Israéliens doivent approuver chaque passage. Il n'est pas sûr qu'ils auront le temps d'examiner les dossiers de toute la suite d'Arafat. À Gaza même, les habitants ont accueilli la nouvelle de l'arrivée du chef de l'OLP avec d'autant plus d'enthousiasme que 400 prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël aujourd'hui. La réaction de la droite israélienne et du mouvement des implantations est diamétralement opposée. Ces ultras promettent de grandes manifestations de masse contre la venue d'Arafat. Ils veulent notamment bloquer toutes les voies d'accès à Jéricho, où ils pourraient se rendre dimanche ou lundi. Et Jéricho se prépare depuis fort longtemps à l'arrivée du chef historique des Palestiniens, Didier Eppelbaum. Toutes les bonnes places sont prises depuis des semaines autour de la place centrale de Jéricho. Les grandes chaînes de télé se sont arrachées les terrasses à 20 000 ou 50 000 francs.
Cela fait des mois que Géricault rêvait d'un discours historique que Yasser Arafat prononcerait sur le balcon de la mairie. Maintenant ça approche et Géricault se fait belle, avec application, mais sans fébrilité. Dans les territoires autonomes, la paix est déjà plus qu'un rêve. Entre avril et juin, selon l'armée israélienne, le nombre des actes de violence dans la région de Gaza a baissé de 80%. En Cisjordanie, 40%. Mais pour que cette demi-paix fragile tienne, il faudra encore beaucoup de progrès. Il est temps qu'Arafat vienne pour appliquer de nouvelles idées pour cette communauté, parce qu'elle attend depuis des années cette occasion en or. Coopération discrète et détendue. Sous l'œil d'un policier palestinien, des Israéliens posent un câble de fibre optique. Ils nous ont offert du café, des gâteaux, et ils sont vraiment très sympas avec nous. Un nouveau commerce florissant, la Jericho Connection, location de services pour journalistes sans domicile fixe. C'est à peu près $1000 par mois. Il y a 3 pièces avec le toit, mais pas de vue directe sur la place. Enfin, c'est tout près, et c'est le principal. En attendant l'invasion des journalistes, des Palestiniens et des Israéliens branchent une centaine de lignes de téléphone. Ambiance débonnaire, la police palestinienne surveille surtout la Coupe du Monde. La modeste télé palestinienne rêve à sa première émission, la retransmission prochaine de l'arrivée d'Arafat. Au bout du couloir de la télé, un mirage. Depuis des mois, Géricault rêve qu'un roi mage s'installera ici, dans cette ville-là, avec toute la patience que peut avoir une ville dont les murs les plus anciens ont 10 000 ans. François Léotard a pu constater sur place l'efficacité de l'opération turquoise. Le ministre de la Défense était aujourd'hui au milieu des soldats français qui remplissent la mission qui leur a été confiée, humanitaire, mais qui restent vigilants. Reportage de nos envoyés spéciaux Benoît Duquesne et Joseph Tual. Première étape de la tournée de François Léotard en territoire rwandais, le camp de Nyarushishi. Le seul et unique camp placé sous la protection d'une cinquantaine de soldats français, la seule démonstration tangible de l'aspect humanitaire de l'opération turquoise. 8000 réfugiés ont été rassemblés ici par les gendarmes rwandais et pris en charge par la Croix-Rouge, mais la présence de soldats français a sécurisé des Tutsis qui se trouvent ici et mis fin au règlement de compte de la milice. Vous voyez tous ces milliers de gens qui sont autour de nous. C'est eux qui sont protégés aujourd'hui par des forces françaises. Et si nous n'étions pas là, probablement seraient-ils très menacés. C'est déjà un résultat. Et en plus, nous ne sommes pas tout seuls. À chaque fois, on se tourne vers la France. Ça nous touche, bien entendu. Nous ne sommes pas tout seuls. Pourquoi serions-nous les seuls à devoir en permanence intervenir partout dans le monde? Nous l'avons fait. Nous le faisons avec le maximum de cœur, de générosité et d'efficacité quand nous le pouvons. Mais nous ne sommes pas seuls. Notre vocation, c'est de partir. Il faut bien que ça soit clair. Notre vocation, c'est de laisser la place à des organisations humanitaires et, si possible, à des Africains, parce que c'est une crise africaine qui doit être au maximum gérée par les Africains. En attendant, la France est seule ou presque, avec pour l'instant 300 militaires déployés au Rwanda. Et même si à terme ils seront 1000 de ce côté-ci de la frontière, c'est peu face aux centaines de milliers de réfugiés, face aux exactions qui continuent et face aux FPR qui progressent. Des infiltrations jusqu'à 3 km des premières positions françaises, mais les ordres sont clairs, les soldats ne doivent pas rechercher le contact. La mission turquoise n'en est qu'à ses débuts et l'on s'interroge déjà sur ses limites. Certes, les Français ne veulent rester que 2 mois, mais ce délai suffira-t-il aux forces de l'ONU pour se déployer? Certes, ils ne veulent pas intervenir dans ce conflit, mais les populations locales et les politiques qui les ont accueillis comme des sauveurs comprennent de moins en moins cette neutralité. Bref, les choses ne font que commencer et de l'aveu même de François Léotard, les difficultés sont à venir. La France, pour l'instant, a mangé son pain blanc. En France, le SMIC et les allocations chômage augmenteront de 2,1% à partir du 1er juillet prochain. Les syndicats sont mécontents, mais le gouvernement n'a pas voulu aller au-delà. Forget a été éliminé en quart de finale à Wimbledon par Ivanisevic, mais cette défaite ne compromet pas le beau retour du Français sur le circuit, comme disent nos amis sportifs. Et c'est la dernière image de ce journal qui est terminée. Sophie Davant, dans un instant, vous annoncera le retour du beau temps partout en France. Ensuite, à 21h10, un téléfilm de Jean-Louis Bertuccelli, « Dis maman, tu m'aimes ». À 22h45, Les Amants du siècle de Frédéric Mitterrand. 23h50, le dernier journal vous sera présenté par Philippe Lefebvre. Demain matin, à 7h50, Gérard Leclerc recevra Julien Drey, le député socialiste de l'Essonne. Il vous parlera sans aucun doute de Bernard Tapie, qui a été interpellé très tôt ce matin par les policiers de la brigade financière de Paris, mais qui a été libéré ensuite, si j'ose dire, par le juge d'instruction aux alentours de midi. Bonne soirée sur France 2. Demain 13h, Daniel Bilalian, je vous retrouve à 20h. Bonsoir.